Tout ça, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les théorèmes fondamentaux en électronique. Donc, nous avons vu précédemment le théorème de Kennedy, le théorème de Thevenin, le théorème de Norton. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les deux théorèmes qui restent, c'est-à-dire le théorème de Millman et le théorème de superposition. Et d'abord, nous allons commencer avec le théorème de Millman. Ensuite, nous allons arriver avec le théorème de superposition. D'abord, en fait, qu'est-ce que le théorème de Millman? Donc, en fait, le théorème de Millman, en fait, c'est un théorème qui nous permet de calculer, en fait, la tension entre deux bornes. Et en fait, entre ces deux bornes-là, il y a des dipôles qui sont montés en parallèle. Voici un exemple qui est ici. Donc, dans notre cas ici, nous avons ici un circuit. Vous voyez ce circuit qui est là. Nous avons ici, on veut calculer en fait, par exemple, la tension entre les bornes A et B. Vous voyez qu'entre A et B, il y a des dipôles qui sont montés. Donc, voici en fait là, on a une première branche, une deuxième branche, une troisième branche. Donc, en fait, on a un type de dipôles qui sont montés en parallèle. Et vous voulez savoir qu'en fait, la formule en fait, donnée ici, c'est quoi? La formule en fait générale, lorsqu'on veut calculer la tension U, par exemple, là, donc, par exemple, ici, il y avait des dipôles, des différents dipôles différents. Donc, par exemple, la formule dit que quoi? La tension U, en fait, là, par exemple, ici, imaginons qu'on veut calculer la tension U. Donc, je vais laisser d'abord VAB. Puis, ça, c'est un exemple concret. On veut calculer, par exemple, ça là comme exemple. Donc, mais je vous donne la formule générale. La formule générale, en fait, nous dit que quoi? U, en fait, là, c'est la somme, c'est la somme des EI sur RI, le tout sur la somme de 1 sur RI. Ça, c'est la formule générale qui est là. Ça, c'est la formule générale. Et lorsque maintenant, ici, nous avons notre cas VAB, on veut calculer par exemple la tension VAB, vous voyez, entre les bornes A et B. Et d'abord, avant de pouvoir calculer cette tension, en fait, il y a des conditions qu'on doit vérifier. Est-ce que d'abord, notre circuit là respecte les conditions là, avant de pouvoir appliquer le théorème de Millman? Et d'abord, la première condition, c'est quoi? La première condition, c'est celle-là. Pour la première condition, il faut d'abord vérifier est-ce que toutes les branches là sont en parallèle. Est-ce que tous les dipôles qui sont montés ici là sont en parallèle avant de pouvoir appliquer le théorème de Millman. Est-ce que vous voyez? Donc ici, par exemple, nous avons notre première branche. On sait qu'ici, et ce dipôle-là, tout ce dipôle-là est en parallèle avec ce dipôle-là et en parallèle avec ce dipôle-là. Donc ici, il n'y a pas de problème. Donc tous nos dipôles ici sont montés en parallèle. Ça, il n'y a pas de problème. Et pour la deuxième condition, en fait, là, bon, ce n'est pas une condition en quelque sorte, mais en fait, lorsqu'on a on ne peut pas avoir en fait un générateur idéal sur une seule branche. Donc, par exemple, si on a un générateur, par exemple, c'est la deuxième condition qui est là. Si on a une branche qui contient seulement, vous voyez, seulement un générateur idéal, en fait, là, on ne peut pas appliquer le théorème de Millman. Un générateur idéal, c'est quoi? C'est un générateur qui est uniquement constitué de FEME. Vous voyez, par exemple, celui-là, par exemple, c'est un générateur idéal. Il est juste constitué de FEME, c'est-à-dire la force électromotrice. Mais, par exemple, celui-là, c'est un générateur réel. Par exemple, vous savez qu'en fait, les générateurs là, en fait, réellement, en fait, ils ont des résistances internes. Vous voyez? Donc, voici la résistance interne qui est là. Donc, en fait, on a E, on a R. Donc, lui là, c'est un générateur réel. Donc, lui là, il est réel, mais lui là, il est idéal. Quand on dit idéal, c'est-à-dire qu'en fait, la résistance interne est nulle. Vous voyez, par exemple, ici, il n'y a pas de résistance interne. Donc, ce générateur là, il est idéal. Mais pour celui-là, il y a une résistance interne R, donc il est réel. Donc, la deuxième condition qui dit que quoi? Lorsqu'on a un générateur idéal sur une seule branche, alors on ne peut pas appliquer le théorème de Millman. Je vous explique pourquoi on dit ça. Imaginez par exemple, nous ici, la formule générale qui dit que quoi? U, ça fait somme des EI sur RI sur la somme des 1 sur RI. Donc, imaginons par exemple, on a par exemple un générateur idéal. Cela signifie que R égale à 0. Donc, lorsqu'on va vouloir appliquer le théorème de Millman, par exemple, on a U par exemple, on va poser que quoi? Par exemple, ça fait E1. Imaginons qu'on a un générateur E1 et de force motrice R1 qui est nul. Donc, c'est comme si on aura E1 sur 0. Ouais, 1 sur 0. Donc, E1 sur 0, c'est comme si c'était une limite. Vous voyez, donc ça fait infini. Ouais, ça fait infini. Et 1 sur 0 aussi, ça fait infini. C'est comme si U égale à infini sur infini. Donc, ça, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça, en fait, là, on ne peut pas avoir, en fait, là, un générateur idéal sur une seule branche. Vous voyez, donc, maintenant, on va passer à la troisième condition. Pour la troisième condition, en fait, lorsqu'on dit que quoi? Lorsqu'on a une résistance sur une branche, alors la force électromotrice est nulle. C'est ce que ça signifie. Donc, voici notre exemple ici. Regardez, par exemple, notre exemple au niveau de la deuxième branche. Au niveau de la deuxième branche ici, on a juste une résistance R2. Il n'y a pas de force électromotrice. Donc, comme on a juste une résistance R2 ici, là, alors, ça veut dire qu'en fait, la force électromotrice ici, là, est nulle. Vous voyez? Donc, nous allons passer maintenant à la quatrième condition. Pour la quatrième condition, maintenant, lorsqu'on veut appliquer, en fait, le théorème de Millman, là, on doit regarder le sens, en fait, des tensions. Puisque vous savez que les tensions sont orientées. Donc, pour cela, en fait, on va choisir, en fait, un sens arbitraire. Et ce sens arbitraire, là, on va suivre le sens de VAB. Puis, si nous voulons calculer, par exemple, la tension VAB, donc, nous allons choisir VAB, son sens, là, comme sens arbitraire positif. Donc, avec toutes les tensions qui seront opposées, c'est-à-dire qui seront dans le sens opposé à VAB, on va les compter négativement. C'est ce que ça signifie. Toutes les tensions qui sont dans le même sens que VAB, on va les compter positivement. Donc maintenant, et voici notre exemple ici. Nous voulons calculer la tension VAB. Donc nous allons aller très rapidement avec cet exemple. Donc on va appliquer la formule qui dit que en fait c'est la somme des E ici, R ici, la somme des 1 sur R. C'est-à-dire qu'on va prendre chaque branche. Oui, on prend chaque branche, on fait le quotient E sur R. Oui, donc
on fait VAB. Donc, pour VAB, qu'est-ce qu'on aura? On va venir d'abord à la première branche. Voici la première branche. Pour la première branche, on a une RI, on a une force électromotrice V1. Donc, on va écrire que ça fait V1. Donc, V1, on va regarder le sens. Dans le même sens que VAB. Donc, comme c'est le même sens, alors c'est comme si c'était plus V1. Sur maintenant la force électromotrice là-bas du générateur là ici. Donc, c'est R1. Donc, c'est comme si c'était V1 sur R1. Alors, on passe maintenant, on a fini avec la première branche, on passe à la deuxième branche. Donc, lorsqu'on passe à la deuxième branche, on remarque qu'en fait, la deuxième branche là n'a pas de force électromotrice. C'est ce qu'il a dit que la troisième condition. Lorsqu'on a une résistance sur une branche là, alors c'est comme si la force électromotrice est nulle. Donc, quand nous prenons la deuxième branche ici, alors, comme il n'y a pas de force électromotrice là, alors c'est comme si ici là, la résistance interne et la force électromotrice est nulle. Donc, c'est comme si c'était plus 0 sur R2. Et maintenant, on va passer maintenant à la troisième branche. Lorsqu'on passe à la troisième branche, parce que le sens est là. Donc, ici, on a un sens opposé à VAB. Donc, on met moins. Vous voyez, moins. Maintenant, la force électromotrice qui est quoi? Moins V3 sur la résistance interne qui est quoi? Qui est R3. Maintenant, le tout sur quoi? Vous voyez, sur la somme des 1 sur RI. Sur la somme des 1 sur RI. Donc, on va prendre sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Donc, finalement, quand on va faire l'application numérique VAB sera égal à quoi? Comme c'était 10 sur 5 plus 0 R2 c'est 8, moins 12 sur 3. Le tout sur 1 sur 5, plus 1 sur 8, plus 1 sur 3. Et lorsque vous allez faire l'application numérique, vous allez trouver VAB égale à moins 3 volts. Alors, chers amis, voici comment déterminer en fait la tension VAB entre les bornes A et B. En utilisant le théorème des millimètres tout simplement, et nous allons passer très rapidement au théorème de superposition. Donc, nous arrivons au théorème de superposition. En fait, pour le théorème de superposition, en fait, c'est un théorème qui nous permet de calculer soit la tension entre deux bornes, ou bien soit également un courant qui traverse une branche donnée. Donc, pour cela, on a deux énoncés, c'est-à-dire qu'on a l'énoncé pour la tension et l'énoncé pour le courant. Donc, nous avons l'énoncé 1 qui est l'énoncé pour la tension. Que nous dit l'énoncé 1? L'énoncé 1 nous dit que quoi? Avec la tension entre deux points d'un circuit électrique linéaire comportant plusieurs sources d'énergie, en fait, elle est égale à la somme des tensions obtenues entre ces deux points lorsque chaque source agit sur. Qu'est-ce que ça signifie? On dit que, par exemple, ici, voici un exemple. Nous avons, par exemple, ici, un circuit qui est là. Donc, on dit, par exemple, nous, on veut calculer, par exemple, la tension entre les bornes A et B. Par exemple, calculer la tension entre les bornes A et B, par exemple. On dit qu'en fait, cette tension-là, en fait, c'est égal à la somme des tensions. Puisqu'en fait, nous savons que, entre ces deux bornes-là, il y a plusieurs sources. Puisqu'on dit que quoi? La tension entre deux points d'un circuit électrique. Donc, la tension entre A et B, linéaire, comportant plusieurs sources d'énergie. Donc, ici, nous savons que A et B comportent plusieurs sources d'énergie. Nous avons ces sources-là. C'est-à-dire, on a une source d'énergie, en fait, c'est un générateur qui fournit une tension bien, un courant. Donc, ici, on a deux sources. On a E1, R2 et E2, R2 plutôt, et E1, R1. Donc, on a deux sources. Donc, on a deux points ici qui sont alimentés par deux sources, E1 et E2. En fait, c'est égal à la somme des tensions obtenues entre ces deux points lorsque chaque source agit sur. C'est-à-dire que pour pouvoir en fait calculer la tension EAB là, on va séparer notre circuit là en deux. Donc, pour le premier circuit là, en fait, on va faire agir E1 sur lui, c'est-à-dire qu'on va éteindre E2. Est-ce que vous voyez? Et maintenant, on va calculer la tension aux bornes de EA, de A et B lorsque E2 est éteint et E1 agit sur lui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, après avoir fini ça, maintenant, on va encore prendre, on va éteindre E1, allumer E2 et calculer la tension entre les bornes A et B. C'est-à-dire que lorsque E2 agit sur lui, c'est ce que ça signifie. Vous voyez? Donc ici, c'est comme si on divisait notre circuit là en deux. Donc, et pour le courant, c'est à peu près la même chose. Le courant entre deux points A et B, oui, et le courant plutôt dans une branche A, B d'un circuit électrique là, comportant plusieurs sources d'énergie, en fait, c'est égal à la somme des intensités des courants dans cette branche. Lorsque chaque source agit sur, c'est la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, ici, lorsque nous allons calculer le courant qui traverse notre dipôle R4 ici, c'est-à-dire que I4, par exemple, ici, nous allons faire la même chose. Nous allons allumer E1 et éteindre E2, calculer le courant qui traverse notre dipôle. Et encore, allumer E2 et éteindre E1, calculer le deuxième courant qui traverse notre dipôle. À la fin, on va faire la somme des deux courants pour obtenir le courant final. Donc, c'est ce que ça signifie tout simplement. Donc, comme je vous ai dit, on a ici un exemple ici que nous allons résoudre plus rapidement. Donc, lorsque ici nous voulons calculer le courant, calculons, nous, ici on veut calculer le courant qui traverse notre dipôle R4, c'est-à-dire calculons I4. I4, c'est le courant qui traverse notre dipôle R4. Donc, ici, nous allons utiliser le théorème de superposition. Donc, pour le théorème de superposition, nous allons, par exemple, comme je dis, on va diviser notre circuit en deux. Donc, c'est-à-dire qu'on va allumer E1 et éteindre E2. Ce que nous allons faire d'abord. Ensuite, nous allons éteindre E2 et allumer E1. On va avoir deux courants et on va faire la somme de ces deux courants pour obtenir I4. Est-ce que vous voyez? Donc, pour cela, on va dire que quoi? Allumons E1 là et on va éteignons E2. Donc, pour cela, qu'est-ce que ça dit?
quand on éteint E2. En fait, E2 là, en fait, c'est un générateur réel, c'est-à-dire que R2 n'est pas nul. C'est ce qui signifie générateur réel. Donc, lorsque on veut éteindre E2 là, c'est-à-dire qu'on va enlever E2 et laisser en fait sa résistance interne. Est-ce que vous voyez? On va laisser E1 identique. Vous voyez? Maintenant, par exemple, ici là, E2 là, en fait, là, si E2 si c'était un générateur idéal, c'est-à-dire que si R2 était nul là, alors on va remplacer en fait E2 tout simplement par un fil. Mais comme ici E2 est un générateur réel, c'est-à-dire qu'il y a R2 qui existe, alors on va juste enlever E2 et laisser R2, c'est ce qui signifie éteindre E2. Et on garde E1 identique. Donc, on obtient le circuit suivant. Donc, on obtient le circuit suivant. Donc, on va obtenir un premier circuit. Donc, pour ce premier circuit-là, regardez ce qu'on va obtenir ici. Donc, ici, vous savez que ici, on a un générateur réel. Il est d'abord constitué de R1. Voici le générateur de tension. Vous avez voici E1 ici. Vous voyez E1. Donc, ici, nous avons quoi? Nous avons R3. Nous avons R3. Nous avons le point A qui est là. Ici, nous avons R4. Nous avons ici quoi? R4. Et ici, nous avons le point B. Le point B qui est là. Donc ici, comme on a dit, on va éteindre E2, c'est-à-dire qu'on va remplacer en fait E2 par la résistance R2. Donc ici, nous avons quoi? Nous avons R2. Nous avons R2. Donc ici, ça vient là. Donc, c'est-à-dire on va calculer d'abord un courant qu'on va appeler I4, c'est-à-dire que c'est un courant qui est juste fourni par notre première source E1. Puisque on a éteint E2, donc on va avoir un seul courant I4 d'abord qu'on va calculer. Vous voyez? Donc ici, nous avons que le E1 là, lui va produire un courant I1. Oui, lorsque I1 maintenant va arriver, ici on sait que A c'est un nœud. Lorsque I1 va arriver au nœud A, alors une partie va venir au niveau du pôle R4 et une partie va venir au niveau du pôle R2. Donc nous voulons calculer I1 ici. Donc pour cela en fait là, vous savez qu'ici on a des résistances qui sont montées, par exemple ici là, cet ensemble là par exemple, vous savez que cet ensemble là, les deux les sont montés en parallèle. Les deux les sont montés en parallèle. Et ces deux là sont montés en série. Donc pour cela, nous allons calculer la résistance équivalente des deux là. C'est-à-dire que par exemple, si on a noté ici une résistance équivalente 1, on sait que lorsqu'ils sont montés en série, alors la résistance équivalente, c'est la somme des deux résistances. Et si on va avoir une résistance équivalente à 2, c'est-à-dire que c'est le produit sur la somme. Et vous savez que lorsqu'on aura notre résistance équivalente R1, notre est plutôt R équivalent 1 et R équivalent 2 là, seront montés maintenant en série. Puisque c'est comme si on aura un nouveau circuit comme ça. C'est comme si on aura un nouveau circuit. Oui. On aura un nouveau circuit ici, R équivalent 1, on a toujours E1, oui, et ici on a R équivalent 2, oui, ça vient là. Donc, c'est comme si lorsqu'on calcule R équivalent 1 et R équivalent 2, ils sont montés maintenant en série, puisqu'ils sont traversés par un seul courant I1. Oui, puisque si deux dipôles sont traversés par le même courant, alors ils sont montés en série. Donc pour cela, et c'est comme si ici maintenant on aura la loi des mailles. Lorsqu'on va appliquer la loi des mailles là, alors on aura quoi? C'est comme si E1 là égale à quoi? R équivalent fois quoi? Fois I1. Puisque R équivalent encore, c'est R équivalent 1 plus R équivalent 2. Donc ici nous allons tirer quoi? On va tirer I1. I1 ça fait quoi? Ça fait E1 sur R équivalent. Donc, il nous laisse maintenant à calculer R équivalent. Donc, comme on a dit, R équivalent là, en fait, c'est la somme des deux. C'est R équivalent 1 plus R équivalent 2. Donc, R équivalent, c'est R équivalent 1 plus R équivalent 2. Donc, R équivalent 1, c'est quoi? C'est R équivalent 1, c'est la résistance équivalente pour R1 et R3 qui sont montés en série. Donc, comme ils sont montés en série là, la résistance équivalente, c'est la somme. Donc, c'est comme si c'était R1 plus R3. Et R équivalent 2, c'est la résistance équivalente pour les deux qui sont montés en parallèle, c'est-à-dire R4 monté en parallèle avec R2. Donc, R équivalent 2 là, c'est le produit sur la somme. Comme ils sont montés en parallèle, la résistance équivalente, c'est le produit sur la somme. Sur R2 plus R4. Donc, c'est comme si maintenant, R équivalent final là maintenant, ça fait R1 plus R3 plus R4 fois R2, le tout sur R2 plus R4. Voici notre résistance équivalente qui est là. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, c'est comme si, ici, on aura quoi? C'est comme si finalement, on aura I1 là maintenant. Ça fait, puisque ça fait I1, ça fait E1 sur R équivalent. Donc, c'est comme si c'était E1 sur maintenant, voici R équivalent qui est là, sur R1 plus R3 plus R4 fois R2, tout sur R2 plus R4. Voici ici I1. Et maintenant, lorsqu'on note I1 maintenant, on va calculer I41. Donc, ici, nous savons que I4 c'est un courant qui traverse notre dipôle et R4. Donc, ici, on va appliquer quoi? On va appliquer la loi des diviseurs de courant. Donc, pour le théorème des diviseurs de courant, on dit que quoi? Et le théorème des diviseurs de courant dit quoi? I4, le courant qui traverse notre dipôle là, ce dipôle là, en fait, là, c'est égal à cette résistance R2, c'est égal à R2 sur cette résistance plus R2 plus R4.
voyez, R2 plus, en fait, là, le dipôle où passe le courant, là, R4 là, fois le courant principal I1. Donc, ça, c'est le théorème des diviseurs de courant qui nous dit ça. Donc, si vous voulez, on peut faire une vidéo plus tard pour le théorème des diviseurs de tension. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimeriez qu'on fasse une vidéo sur ça. Donc, c'est ce que nous dit le théorème des diviseurs, le théorème des diviseurs de courant. Et maintenant, lorsqu'on obtient, c'est comme si on va remplacer maintenant I1 par son expression. C'est ça. On va remplacer maintenant I1 par son expression. Puisqu'on a déjà obtenu I1 qui est là. Vous voyez, donc, on va obtenir I4, c'est comme si I4 maintenant, ça fait R2 sur R2 plus R4, ouais, multiplié par I1, qui est quoi? Qui est E1 sur R1 plus R3 plus R4. Voilà. R2 sur R2 plus R4. Donc ici, on va essayer de même, de le même dénominateur. C'est comme si c'était quoi? C'est comme si c'était E2 multiplié par E1. Le tout sur quoi? Sur R2 plus R4, vous voyez? Maintenant, multiplié par quoi? Multiplié par R1 plus R3, lui, sera multiplié par R2 plus R4, ouais, plus R4 fois R2, ouais, le tout sur R2 plus R4. Donc, c'est comme si on va multiplier sur la par l'inverse. Donc, c'est comme si c'était R2 fois E1, R2 fois E1, facteur de R2 plus R4, le tout sur R2 plus R4, multiplié par R1 plus R3, facteur de R2 plus R4 plus R4 fois R2. Donc, c'est comme si ici, cela va aussi simplifier. Finalement, c'est comme si on obtient I4, 1 là. Ça fait E1, R2 sur, si on va développer, c'est comme si c'était R1, R2 plus R4, R1 plus R2, R3 plus R4. R2. C'est le courant I4.1 qu'on obtient tout simplement. Donc, après avoir eu I4.1 maintenant, c'est comme si maintenant, comme on a allumé E1, on obtient I4.1. Vous voyez? Maintenant, finalement, en fait, c'est comme si I4 là, maintenant, qu'on va obtenir là, c'est I4.1 plus I4.2. C'est-à-dire que c'est I4.1. C'est le courant qu'on obtient lorsque E1 est allumé et ED est éteint. Donc, I4.2, c'est le courant qu'on obtient lorsque ED est allumé et est éteint. Donc, maintenant, nous allons passer maintenant à la deuxième phase. C'est-à-dire que maintenant, on va allumer E2 et éteindre E1. Vous voyez, donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc ici, allumons E2 et éteignons E1. Donc, on obtient le circuit suivant. On obtient le circuit suivant. Comme on l'a dit, lorsqu'on veut éteindre en fait E2, vous voyez que ED ici, là, il est constitué et c'est un générateur réel, c'est-à-dire qu'il y a une résistance interne. Donc, pour cela, on va juste remplacer E1 plutôt, E1 par juste sa résistance interne, comme on l'a fait pour E2 également. Et donc, c'est comme si on va remplacer juste par R1, on va annuler avec E1, on va annuler ça, et maintenant on va garder E2. Donc, ce qu'on va obtenir comme nouveau circuit. Donc, pour le nouveau circuit, là, c'est comme si on aura, comme j'ai dit, on va garder R1, qui est la résistance interne de E1. Vous voyez, ici, on aura toujours R3. On aura R3, vous voyez, ici on aura A, vous voyez, on a ici notre résistance, oui, on a ici R4 qui est là, il est toujours là, et maintenant on va garder E2 intact, donc c'est-à-dire qu'ici là, il y a R2, et il y a le générateur de courant E2, comme ça, donc c'est ce circuit-là qu'on obtient. Maintenant celui-là, c'est comme s'il va créer un courant I2. Ouais, lorsque I2 va arriver ici, on sait que A c'est un encore. Donc, il va fournir un courant I2. C'est-à-dire le courant produit par ce générateur là maintenant. Et un courant va venir là. Vous voyez? Donc, maintenant ici encore, il nous faut maintenant calculer maintenant encore I2. Vous voyez? Et pour cela, en fait, on va encore regarder en fait les résistances ici. Comment sont remontées les résistances ici? Nous savons qu'en fait là, ces deux-là sont montés en série parce qu'ils sont traversés par le même courant. Ils sont montés en série. Lorsque ce courant-là vient, il traverse celui-là et il vient là. Donc, ils sont montés en série. Quand ils sont traversés par le même courant. Et celui-là aussi, il est traversé par un courant différent, IK2. Donc, ces deux maintenant sont maintenant en parallèle, puisqu'ils sont montés, puisqu'ils sont traversés par des courants différents. Donc, ce dipôle-là et ces deux-là, en fait, sont montés maintenant en parallèle. Et maintenant, lorsqu'on va obtenir la résistance équivalente finale, là, c'est comme si celui-là, c'est comme si on va obtenir ici, c'est comme si la résistance équivalente 1, oui, résistance équivalente là, 1 là, il sera monté maintenant en série maintenant avec R2. Et voilà, R2 maintenant, voici,
E2. Ouais, c'est comme ça on va obtenir un circuit final comme ça. Donc, notre résistance équivalente est équivalent 1 maintenant et R2 maintenant. Si on monte maintenant en série, donc il nous reste à calculer maintenant E équivalent 1. Ouais. Donc maintenant, lorsqu'on voit ça maintenant, E équivalent final là maintenant, c'est toujours I2 maintenant, en appliquant la loi des mailles, bien, la loi des d'Ohm, on voit I2 maintenant égale à E2 sur R équivalent. R équivalent, donc il nous reste à calculer R équivalent. Vous voyez? Donc R équivalent en fait là, R équivalent, ça fait R équivalent 1 plus R2. Maintenant, qu'est-ce que R équivalent 2? R équivalent 2, c'est la résistance équivalente entre ces deux et celui-là. Donc, R équivalent 1, comme on a dit là, ceux-là en fait, ils sont montés en fait là en parallèle. Donc, comme ils sont montés en parallèle, mais ceux-là sont montés en série, donc on prend R1 plus R3. Oui, c'est comme si c'était juste l'ensemble là qui est monté maintenant en parallèle avec un R4 sur la somme. C'est-à-dire que sur R1 plus R3 plus R4. Donc, comme on a obtenu R équivalent 1, on va remplacer pour trouver R équivalent maintenant, ce sera R2 plus R1 plus R3 fois R4, le tout sur R1 plus R3 plus R4. Maintenant, on va obtenir maintenant I2. Plus I2, ça fait E2 maintenant sur R équivalent 2, c'est-à-dire sur R2 plus R1 plus R3 fois R4, le tout sur R1 plus R3 plus R4. Donc ici également, on a I2. Donc on va appliquer encore la loi des diviseurs de courant pour obtenir maintenant le courant qui traverse notre dipôle R4. Donc la loi des diviseurs de courant ici va dire que quoi? I4 de là en fait là, c'est égal à les résistances qui sont dans les autres branches là, c'est-à-dire R1 R2. Donc ici on a R1 plus R3 plutôt, qui sont les résistances qui sont dans l'autre branche sur la somme des résistances, c'est-à-dire que sur R1 plus R3 plus R4 multiplié par le courant principal I2. On va remplacer le courant principal. C'est comme si I4 ça fait quoi? Ça fait E. Ça fait, donc, puis on a E2. Donc, ici, on va remplacer tout simplement I2 par son expression. Donc, sur quoi? R1 plus R3 plus R4. Maintenant, I2, c'est quoi? C'est E2 sur R2 plus R1 plus R3 fois R4. Le tout sur R1 plus R3 plus R4. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on obtient ici. Et maintenant, lorsqu'on a obtenu ça, on va encore réduire pour obtenir l'expression finale qu'on veut. On va réduire pour obtenir l'expression finale de I4 2. Donc, pour cela, nous allons mettre ici au même dénominateur tout simplement. Donc, c'est comme si I4 là, I4 2 c'est là égal à quoi? C'est comme si c'était là égal à R1 plus R3 fois E2 fois R1 plus R3 plus R4, le tout sur R1 plus R3 plus R4 multiplié par R2 facteur 2. Donc ici on a R1 petit R1 plutôt, facteur du petit R1 plus R3 plus R4, vous voyez, plus R4 facteur de R3 plus R1. Donc ici, cela va se simplifier comme c'est I4 2. On obtient quoi? E2, T2, R1 plus R3. Et tout ça, on va développer R1, R2 plus R2, R3 plus R2, R4, R3, R4 plus R1, R3. Donc, Dieu merci, on trouve en fait les mêmes dénominateurs pour I4.1 et pour I4.2. Donc, pour I4.1, regardez, pour I4.1, le dénominateur qu'on trouve, c'est celui-là. Vous voyez? Mais en fait, on trouve les mêmes dénominateurs pour I4.1 et pour I4.2. Donc, lorsqu'on trouve les deux mêmes dénominateurs ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme si finalement là, comme on a dit, I4 là, en fait là, ça fait I4.1 plus I4.2. Donc, c'est comme si c'était égal à quoi? Regardez l'expression I4.1. Voici I4.1 qui est là. Donc, c'est comme si c'était E1 sur R2. Donc, comme c'est les mêmes dénominateurs qu'on a obtenu là, c'est comme si c'était E1 fois R2, du tout sur quoi? R1, R2 plus R2, R3 plus R2, R4 plus R3, R4 plus R1, R3. Vous voyez, plus maintenant I4.2 qui est E2 facteur de R1 plus R3, du tout sur R1, R2 plus R2, R3 plus R2, R4 plus R3, R4 plus R1, R3. Donc c'est comme si finalement I4 ça fait E1 fois R2 plus E2, T2, R1 plus
R3, le tout sur R1, R2 plus, R2, R3 plus, R2, R4 plus, R3, R4 plus, R1, R3. Donc, en fait, cher ami, voici l'expression finale de I4 qu'on obtient, c'est-à-dire que la somme des deux courants qu'on a obtenu lorsqu'on a divisé les générateurs en deux circuits différents. Donc, cher ami, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a encore plu et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'oubliez pas également de lâcher des pouces bleus, de partager, de vous abonner. On se retrouve encore très prochainement pour une nouvelle vidéo.